Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h20, il est le pilote du plan de relance à l'Assemblée nationale en sa qualité de rapporteur général du budget, député LREM du Val-de-Marne. Bonsoir Laurent Saint-Martin, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bruno Le Maire estime que les couvre-feux, c'est ce qu'il disait ce matin, qui entreront en vigueur cette nuit, coûteront 1 milliard d'euros aux finances publiques. C'est à peu près ce que vous estimez, vous aussi ? Oui, c'est effectivement ce qui est aujourd'hui chiffré. Ce sont des crédits, il faut tout de suite le noter, qui ont déjà été autorisés par le Parlement lors des lois de finances rectificatives de l'été dernier. Dit autrement, nous avions anticipé les éventuelles difficultés qui pourraient avoir lieu d'ici la fin de l'année. Oui. Ce sont des crédits qui sont déjà disponibles pour le gouvernement. C'est important à dire parce que... Y compris les aides qui viennent d'être annoncées ? Y compris les aides qui viennent d'être annoncées ? Alors, sur les aides pour tout ce qui est restaurateur, fonds de solidarité, activité partielle, oui. Sur les aides qui ont été notamment annoncées pour les familles, les jeunes précaires, au RSA, les 150 euros plus 100 euros par enfant, ce seront des crédits qui seront débloqués dans le dernier budget rectificatif de fin d'année que nous voterons au mois de novembre. Alors sur l'aide justement aux plus démunis, Laurent Saint-Martin, d'abord est-ce que vous confirmez que les plus jeunes qui n'ont pas d'enfants ne bénéficieront pas de l'aide de 150 euros, contrairement à ce qu'avait annoncé le président de la République ? C'est le Premier ministre qui précisera tout cela demain en détail. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une mesure d'aide qui sera aussi coûteuse pour la collectivité, mais nécessaire parce que la crise a nécessairement créé des inégalités. Et si beaucoup de Français, si beaucoup de nos concitoyens ont en fait davantage épargné que souffert de la crise, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de ménages déjà précaires, déjà fragiles, se sont encore plus fragilisés avec la crise. Donc la mesure qui a été annoncée par le président et qui sera reprécisée par le Premier ministre dès demain sera effectivement salutaire et nécessaire pour ces foyers. Oui, mais pour répondre précisément à ma question, c'est vrai que le président avait dit que tout le monde bénéficierait de cette aide de 150 euros, les allocataires du RSA et les allocataires des APL. Visiblement, c'est ce que nous a confirmé Matignon, ce ne sera pas le cas des moins de 25 ans qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi les exclure de ce dispositif ? Non, ce que Matignon a dit, c'est que c'est un dispositif d'aide que nous allons calquer sur le modèle que nous avons fait en avril dernier, c'est-à-dire d'abord les familles qui sont soumises au RSA, avec une prime au nombre d'enfants, c'est-à-dire que un enfant égale 100 euros de plus. Sur les jeunes, il y aura des dispositifs. Nous pouvons pas nécessairement le faire. Mais il y aura des dispositifs qui seront précisés par le Premier ministre, c'est à la main du gouvernement. Et ce que je peux vous dire, moi, comme rapporteur du budget, c'est que les crédits sont prêts pour les déployer. Bien, mais pourquoi ne pas avoir fait le choix ? Parce que c'est une question qui s'est posée. Les syndicats demandaient notamment un geste de revaloriser le RSA. Alors que, vous le savez, le nombre d'allocataires explose, surtout avec la crise. Le RSA, je le rappelle, pour une personne seule, c'est 564 euros par mois. Pourquoi ne pas avoir décidé d'une revalorisation globale vu le contexte ? Il ne faut pas se tromper d'effet sur la crise. La grande majorité des Français a eu et a bénéficié du chômage partiel, a bénéficié d'aides sociales pendant cette crise. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est corriger les inégalités qui se sont créées. Donc il faut que ces mesures soient temporaires. D'abord pour une question de ressources publiques. Nous n'avons pas des ressources sans fond. Et puis aussi parce que tout le monde n'a pas effectivement souffert de la crise. Il y a des personnes qui ont même plutôt surépargné. Donc il faut faire attention. Nous devons aider ceux qui ont davantage souffert. Aujourd'hui, augmenter systématiquement le RSA pour tous n'est pas forcément la solution adaptée. Mais vous avez vu, comme moi, et vous voyez les chiffres des associations devant les Restos du Cœur annoncent des files d'attente interminables. Mais ce sont précisément ces personnes-là qui seront accompagnées dans les aides sociales déjà annoncées par le président de la République. Bien. Alors à l'Assemblée nationale, c'est vous qui êtes à la manœuvre pour faire adopter ce plan de relance dont on a beaucoup parlé, 100 milliards d'euros. Est-il déjà d'une certaine manière, Laurent Saint-Martin, caduc au vu de l'évolution de la situation sanitaire qui va impacter sans doute encore un peu plus notre économie ? Le plan de relance est plus que jamais nécessaire dans la période que nous vivons. Il faut bien concevoir deux choses en parallèle. Nous avons besoin de relancer notre économie pour un certain nombre de secteurs qui ont déjà redémarré et qui repartent. Et puis nous avons besoin de soutenir ceux qui sont toujours dans la difficulté et qui le sont d'autant plus avec les mesures du couvre-feu. Mais les 100 milliards, ce sera suffisant. Les 100 milliards en 2 ans, c'est un montant sans équivalence. C'est 4 fois plus que le dernier plan de relance qui avait été fait lors de la crise de 2008. Il y a des montants qui sont faits pour aider les entreprises à embaucher, pour aider les entreprises à se réindustrialiser, à relocaliser des emplois. Il y a des aides qui sont faites sur des grands projets d'avenir comme l'hydrogène, comme l'ordinateur quantique. Il y a de l'investissement pour demain. Ce plan de relance, c'est pas seulement relever ceux qui ont souffert de la crise, c'est aussi préparer la France dans 10 ans. Bien, les contreparties aux baisses de charges et d'impôts dont vont bénéficier les entreprises, ça a donné lieu à des vifs débats à l'Assemblée nationale. Est-ce que, comme le réclament les syndicats et l'opposition, vous y êtes favorable en tant qu'ancien socialiste, j'allais ajouter ?
Les contreparties, c'est pas une question de droite ou de gauche. Les contreparties, c'est est-ce qu'on veut qu'il y ait de l'emploi demain dans notre pays? Si la réponse est oui, alors la première des contreparties, c'est de faire en sorte que les entreprises continuent à exister après la crise. On n'est pas dans une situation où vous avez une crise financière, il y aurait des coupables. La situation, c'est que nous avons mis notre économie sous cloche et que les entreprises n'ont pas choisi de devoir arrêter leur activité, elles l'ont subi. Non, mais je vous pose la question parce que c'est vrai je vous pose la question parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu des débats très vifs hier avec cette idée que ce sont les grosses entreprises principalement qui vont bénéficier de ces aides et de ces baisses d'impôts de production. Moins de 2% des entreprises, disent certains députés, vont en capter 66%, alors que la France, vous le savez mieux que moi, c'est 90% de PME. Alors d'abord, ce chiffre est totalement faux. 75% du plan de relance est à destination des TPE, des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Il suffit de regarder la destination des crédits budgétaires. La baisse d'impôt de production, 75% également pour les entreprises de toutes petites ou PME. Les baisses d'impôt de production, il y en a déjà qui ne les payent pas aujourd'hui. Donc par définition, les toutes petites entreprises ne les payent pas, donc elles ne les paieront pas plus demain. Et puis il y a tout un tissu de PME qui paieront moins, surtout les PME industrielles, parce que c'est une baisse d'impôt de production qui a été ciblée sur les PME, et notamment industrielles. Il faut rappeler que l'impôt de production, c'est taxer des entreprises avant même qu'elles aient fait du bénéfice. Et c'est une spécificité française. Chacun comprendra que dans un environnement mondial où les entreprises peuvent délocaliser, il n'est pas très attractif et il n'est pas très efficace d'avoir une fiscalité supérieure à celle des pays voisins. Question importante, qui paiera à l'arrivée la dette publique dépasse déjà les 117% du PIB. On voit mal, vu le contexte, d'où viendront les économies en matière de réduction des dépenses publiques. Le président a déjà dit qu'il ne toucherait pas aux impôts. D'où viendra l'argent pour résorber la dette ? Alors effectivement, d'abord aujourd'hui, le recours à l'endettement est privilégié pour faire face à l'urgence et pour financer ce plan de relance. Il faut que nous mettions tout en œuvre pour avoir la croissance la plus importante possible, qui demain, cette croissance sera la première source de remboursement de l'endettement. Ça n'a jamais fonctionné, vous le savez. Nous devons... non, c'est totalement faux. Nous avons des prélèvements obligatoires qui, en assiette, c'est-à-dire en nombre d'entreprises, ont augmenté, tout en ayant des taux plus bas. C'est-à-dire que quand vous avez une dynamique de croissance, finalement, vous avez plus de contributeurs, donc vous avez davantage de recettes. Mais par contre, il serait faux de dire aux Français qu'une dette se rembourse en 2 ans. Ça, c'est pas vrai. Une dette, ça va se rembourser sur 10, 15 ans, et ça va se cantonner, c'est-à-dire que vous aurez des investisseurs qui vont racheter votre dette pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, et c'est un remboursement lent. Voilà comment nous allons rembourser notre dette. Quel objectif pour augmenter les impôts sous les 100%, par exemple ? Nous mettrons au moins 15 ans à revenir sous les 100%, parce que passer à 120 points de dette, c'est une marche extrêmement importante qui a été franchie, mais nécessaire. C'était ça, ou ne pas payer les salaires des Français, c'était ça, ou ne pas faire le chômage partiel, c'était ça, ou ne pas sauver notre économie et nos emplois. Je crois que les Français comprendront et salueront les décisions du gouvernement et de la majorité dans ce sens. Bien, dernier point, est-ce que les députés, tous les députés vont s'appliquer le couvre-feu à 21h, où vous aurez des dérogations pour pouvoir siéger la nuit ? Écoutez, nous siégeons la nuit dans les conditions sanitaires évidemment qui sont celles imposées à l'Assemblée nationale, mais nous avons besoin de voter les crédits budgétaires pour que justement les restaurateurs puissent être sauvés. Donc chacun comprendra que la situation exceptionnelle, il est nécessaire d'avoir une situation au Parlement qui puisse continuer à travailler pour faire vivre notre pays. Merci Laurent Saint-Martin d'avoir été ce soir notre invité sur Europe 1.